Bonjour à tous les participants. Good afternoon, good evening, good day, depending Bonjour, bon après-midi, bonsoir, cela dépend où vous êtes. Bienvenue à cet échange d'experts sur le recrutement équitable. Je m'appelle Mariam Broudra, je vais faciliter le webinaire. Je travaille au centre de formation de l'OIT. C'est un plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue. Nous sommes très contents de vous accueillir ici. Nous avons mis ensemble toute une panoplie d'experts de l'OIT. Comme vous le savez, l'exploitation des travailleurs migrants est très commun dans du travail, mais c'est quelque chose qui commence bien avant l'entrée des travailleurs migrants sur le marché du travail. Donc, c'est quelque chose qui se produit même au niveau de recrutement. Donc, le suivi, la conformité à ce moment-là est particulièrement critique et souvent, c'est quelque chose de très compliqué. Je voudrais donner la parole à Monsieur Joachim Ladesnuez, qui est chef de service administration du travail et direction de l'inspection du travail et de la sécurité de la santé au travail. Et il va donc lancer le webinaire avec Maria Galotti, spécialiste de la migration de main-d'œuvre. Et on verra également le portefeuille du recrutement équitable au niveau de l'OIT. Joachim, la parole est à vous. Merci Myriam. Tout d'abord, je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les participants à cet échange technique sur l'inspection du travail et sur le recrutement équitable pour les travailleurs migrants. Je voudrais commencer en soulignant que cet événement, c'est une collaboration conjointe avec plusieurs instances de l'OIT. Donc, l'instance qui s'occupe de l'inspection du travail et la filiale de l'OIT qui s'occupe des travailleurs migrants et qui s'appelle Migrant, et avec le centre de formation de l'OIT de Turin. C'est un webinaire qui associe toute une série d'expertises et de connaissances, et il y a plusieurs sujets transversaux qui seront abordés. Nous avons 35 pays qui se sont inscrits au webinaire. Donc, ce sera un échange vraiment très dense, très fructueux. Et on aura l'opportunité donc d'échanger beaucoup. Ce séminaire s'inscrit dans le cadre de l'initiative de recrutement équitable. C'est une plateforme pour pouvoir partager les connaissances et l'expertise. Les membres tripartites du comité de conseil de l'initiative du recrutement équitable a identifié de manière très spécifique les domaines, le domaine de l'inspection du travail comme l'un des domaines qui nécessite d'une priorité. Vous allez entendre parler des lignes directrices pendant le webinaire. Les principes directeurs pour le recrutement équitable constituent finalement l'outil le plus récent négocié qui reconnaît le rôle important, le rôle critique des inspecteurs du travail pour assurer la mise en œuvre efficace des normes en matière de recrutement. Et finalement, ils appellent les gouvernements à mettre en œuvre des ressources bien adéquates à l'inspection, et les inspecteurs du travail doivent être rendus autonomes et doivent pouvoir avoir les autorisations, s'insérer, disons, dans tout le processus de recrutement, dans tous les secteurs. Et un autre élément important à souligner, les inspecteurs du travail doivent monitorer et surveiller le travail des recruteurs. On fait référence également aux lignes directrices et les principes directeurs sur l'inspection du travail qui ont été récemment adoptés par le conseil d'administration de l'OIT au mois de mars. Et même cet outil important souligne l'importance du système d'inspection, et tous les travailleurs, tous les lieux de travail et
disons, tout ce qui tourne autour donc, du monde de travail doit être considéré en matière d'inspection de travail. Et ce webinaire, quoi dire de ce webinaire? Cet événement fait partie du processus que nous avons lancé il y a 1 an à peu près, avec le premier séminaire technique où beaucoup d'entre vous étaient déjà présents et avaient déjà partagé des approches pratiques dans le domaine de l'inspection du travail, dans le domaine du recrutement. Il y a eu l'opportunité d'avoir des échanges sur les violations et violations détectées au travers de l'inspection du travail. Donc, à partir de cet événement initial, nous avons ensuite mené toute une série d'entretiens avec beaucoup d'inspecteurs du travail pour mieux comprendre les bonnes pratiques existantes et comprendre également les défis que les inspecteurs doivent affronter. Et nous avons finalisé une note technique finale qui sera présentée aujourd'hui à vous toutes et tous. Et ce sera, disons, la base de notre discussion pendant cette rencontre d'aujourd'hui. Et donc, nous continuons notre échange technique et nous sommes très contents d'avoir avec nous un nombre important d'inspections du travail. Et ce sera le moment également de voir quel sera le futur au niveau de l'OIT en matière d'inspection de travail. Donc, il y aura l'opportunité de comprendre quelle sera la collaboration possible entre les inspecteurs du travail, les organisations d'application de la loi, les partenaires sociaux. Donc, nous avons invité des experts aujourd'hui pour nous fournir des aperçus sur ce qui a été fait dans les pays respectifs et nous espérons également de pouvoir entendre de votre part votre expérience. On aimerait bien donc rendre ce webinaire un événement proactif, interactif, même si nous avons des limites en termes de temps. Et donc, on espère bien pouvoir avoir de votre part des pistes de réflexion et on espère pouvoir débattre de manière fructueuse sur des sujets importants. Et je vous souhaite vraiment une rencontre fructueuse et de succès. Et je donne la parole à Maria Galotti pour pouvoir continuer notre travail aujourd'hui. Merci. Merci, merci beaucoup, Joachim. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, selon où vous êtes. Je suis très contente d'être ici avec vous. Merci, Joachim. Ça a été un plaisir de pouvoir être ici aujourd'hui. Et c'est un exemple vraiment de collaboration aujourd'hui avec le Centre de formation de Turin et de tous les experts. Et je ne veux pas prendre trop de temps et prendre le temps surtout aux experts qui sont aujourd'hui avec nous. Je voulais juste souligner le fait qu'aujourd'hui, nous nous trouvons face à toute une panoplie de normes internationales, outils internationaux, lignes directrices internationales pour pouvoir améliorer les pratiques de recrutement. Et nous avons donc l'opportunité d'entrer plus dans le détail de nos analyses, d'être plus pratiques dans nos analyses. Et c'est important vraiment d'être ici aujourd'hui avec toute une panoplie d'experts qui vont nous aider à comprendre comment mettre en œuvre les lignes directrices en pratique. Et donc, on aura l'opportunité de voir comment faire face aux défis qui ont été identifiés et on espère vraiment pouvoir apprendre de vous toutes et vous tous. Je m'arrête là pour vous laisser assez de temps pour pouvoir débattre dans le détail. Et je vous souhaite un débat fructueux. Merci pour la collaboration. Merci, merci beaucoup, Maria. Je crois que c'est très important de souligner que cette rencontre est une rencontre qui nous permet d'entendre l'expérience des différents participants qui sont ici. Il y a plus de 30 pays différents, donc nous avons 102 participants maintenant, y compris les panélistes, mais je crois que cela est
représente vraiment une opportunité importante d'échange. Donc, vous pouvez utiliser le chat box si vous souhaitez partager des commentaires avec les panélistes ou avec les autres experts présents. J'ai oublié de dire au tout début qu'il y a l'interprétation qui est disponible, comme vous l'avez vu, en français, en anglais, en espagnol. Il suffit de cliquer sur l'icône d'interprétation et vous pouvez choisir la langue que vous préférez pour l'événement. Alors, sans plus s'attarder, je voudrais donner la parole aux experts qui ont contribué, disons, à la rédaction de nos importants. Donc, dans cette première partie du webinaire, nous aurons l'opportunité d'entendre les experts et puis nous allons également entendre de la part des représentants des différents cas. Alors, maintenant, nous passons la parole à Hans, qui est ici avec nous aujourd'hui. Merci Hansen. Et je vous laisse tout de suite la parole. Merci Myriam. Je ouvre ma présentation PowerPoint. De cette manière, je vais parler, disons, de cet outil. C'est une opportunité importante pour moi pour pouvoir présenter disons, le travail qui a été fait. Je voudrais commencer en structurant, disons, le document. Nous avons finalement identifié un nombre important de travailleurs migrants qui avaient, disons, obtenu leur travail au travers des agences de recrutement privées. Et ces agences privées peuvent jouer un rôle très utile pour pouvoir apparier, disons, les nécessités des travailleurs et des employeurs. Il y a plusieurs réglementations qui sont très compliquées, qui peuvent différer d'un pays à l'autre. Le document et ce webinaire nous permettent d'entrer dans le détail et de comprendre directement ce qui se produit au niveau du recrutement et ensuite même après le recrutement. Je voudrais dire que pas tous les recrutements sont mauvais. Les recrutements contribuent souvent au travail décent. Il y a des activités de recrutement équitables, mais on peut avoir également des pratiques abusives qui mènent à des formes d'exploitation, de traite, donc, et on peut avoir tromperie, remplacement du contrat, recrutement payé par le travailleur, parmi d'autres. Et je voudrais souligner ici que pour les travailleurs migrants ayant des compétences élevées, d'habitude, il y a des frais de recrutement qui sont facturés aux travailleurs et les coûts de recrutement donc, sont très élevés. Malgré les réglementations qui existent dans plusieurs pays, c'est un événement qui voit souvent le jour. Alors, nous pouvons dire que l'impact de recrutement affecte la vie de millions de personnes. Et c'est quelque chose qui affecte également leur famille. On dit que finalement, il y a des frais de recrutement énorme si on compte tous les frais de recrutement des différents travailleurs migrants. Au-delà des frais de recrutement, les frais de recrutement peuvent ensuite mettre les travailleurs dans des situations de servitude pour dette et cela ne permet pas finalement d'atteindre les objectifs de développement durable pour lesquels les pays membres se sont engagés. Les États membres de l'OIT ont une obligation d'arrêter le travail forcé, y compris le travail forcé qui découle de l'abus de recrutement. Donc, les abus de recrutement constants compromettent les obligations des pays en ce qui concerne les principes et droits fondamentaux au travail. Et donc, cela soutient une entreprise
de plusieurs milliards de dollars où des recruteurs sans scrupules semblent être en mesure d'opérer avec un haut niveau d'impunité. Alors, les inspecteurs du travail peuvent jouer un rôle important dans le suivi du recrutement. Et il y a les normes internationales du travail et les outils politiques qui finalement fournissent des indications importantes en ce sens. Now, these international labor standards and policy instruments, they point quite clearly at the importance of. Donc, ces standards que vous voyez vous montrent la nécessité de non seulement de réglementer l'inspection de travail, mais aussi de mettre en place tout un mécanisme d'autorité qui devrait suivre tout ce qui arrive à niveau du recrutement. Et là, vous voyez comment ça est déployé à niveau national. Donc, il existe des réglementations nationales contre le travail forcé ou la traite et le recrutement inéquitable. Mais tout ça, bien sûr, couvre certains secteurs économiques, les secteurs économiques qui sont réglementés par le droit de travail. Malheureusement, ça laisse sur le bord de la route certains travailleurs, notamment les travailleurs de l'agriculture. Donc, bien sûr, cela peut changer selon le positionnement dans le pays d'origine et de destination. Et bien sûr, cela fait aussi des différences pour ce qui est de l'organisation de recrutement et de l'existence ou de l'inexistence de services publics pour l'emploi. Donc, dans la deuxième partie, vous retrouvez toute une série de certains défis, les principaux défis liés au suivi du recrutement des travailleurs migrants par les établissements d'intérêt principaux ou les autorités connexes et les voies recommandées pour aller de l'avant. Ça, c'est la section 3. Dans la section 4, vous retrouvez les actions possibles pour l'OIT. Et ensuite, la partie finale concerne les cas d'études. Donc, la section 5 vous montre des exemples qui seront de plus faits plus loin dans le webinaire. Donc, je rentrerai tout de suite dans le vif de la section 3, donc des voies recommandées pour le futur. Donc, nous avons en premier des recommandations relatives au contexte dans lequel les instances de travail opèrent et les inspections de travail en particulier. Donc, les gouvernements qui font preuve de volonté politique par le biais d'une législation, d'une application complète, le recrutement équitable non payé par les travailleurs migrants à appliquer aux travailleurs peu qualifiés. Ça, c'est, disons, le cœur pour comprendre ce qui est un abus et ce qui ne l'est pas. Et encore plus important, éliminer les agences ou les agents de recrutement qui n'ont pas de licence. Donc, il faut chercher à suivre pour éviter tout abus tout au long de la chaîne de recrutement. Donc, augmenter la transparence, augmenter la possibilité d'avoir un travail sous contrat pour éviter tout abus. Et la troisième recommandation, c'est que tout travailleur migrant devrait être autorisé à démissionner avec un préavis en bon et due forme, sans perdre son statut juridique pour éviter que l'employeur n'ait entre ses mains un pouvoir énorme. Parce que la possibilité de démissionner, il aurait la possibilité même de dénoncer tout abus.
En continuant, vous connaissez peut-être l'existence d'enregistrements biométriques des agences de recrutement pour lutter contre les agences Phoenix, pour ainsi dire. Et les contrats de travail type coordonnés entre pays d'origine et pays de destination sont encore plus essentiels parce que très fréquemment, il y a un cas de, disons, obstacle par les pays de destination à accepter des contrats qui n'ont pas été discutés. Et ensuite, il faut bien indiquer le rôle des inspections de travail dans les protocoles d'entente entre les pays d'origine et les pays de destination. Donc, de plus, vous avez vu quelques recommandations, mais des recommandations génériques, mais il existe même une liste non exhaustive, bien sûr, de recommandations relatives aux inspections du travail et aux autorités connexes. Donc, il faut avoir des mandats clairs pour les inspecteurs du travail, y compris l'attention au recrutement et une capacité opérationnelle de suivre ce qui arrive dans les lieux de travail. Donc, du côté des horaires de travail, du côté des salaires et du côté de l'environnement. Ensuite, les inspecteurs du travail doivent pouvoir effectuer des inspections dans n'importe quel lieu de travail, dans n'importe quel secteur et à n'importe quel moment de la journée à l'improviste. Et bien sûr, les inspecteurs de travail doivent avoir disons, une portée d'inspection même dans les agences de recrutement privées. Autre point important, les inspecteurs du travail doivent être formés à ce qui constitue des abus liés au recrutement et à la manière dont ils peuvent être détectés. Donc, il faut des indicateurs, par exemple, de ces abus. Et cinquième point, exigences et procédures proactives en matière de délivrance de permis et d'enregistrement pour assurer un recrutement équitable. Donc, ils doivent avoir une sorte de ligne de base à suivre. Quoique limitées, les ressources des inspections de travail devraient être ciblées sur des renseignements complets et sur l'exploration des données, parce que cela pourrait aider énormément. Donc, les inspecteurs de travail pourraient bien collaborer avec d'autres organismes et d'autres instances pour une inspection plus efficace, tout en maintenant l'intégrité et leur mandat. Comme je vous l'ai dit, le recrutement existe à la source et à la destination, donc dans le pays d'origine et de destination. Et donc, il faudrait avoir une collaboration des inspections de travail au-delà des frontières. Et enfin, mais point moins important, la mise en place de régimes de sanctions transparents contre tout abus en cas de recrutement. Et là, je vous avais parlé de la section 5 contenant des cas d'études. Là, voilà, vous avez deux cas provenant des pays d'origine. C'est le cas 1 et 2, cas 3 et 4, c'est pays de destination. Et le cas numéro 5, c'est en suivi d'un lieu de travail dans un pays de destination. Et les cas 3 et 4 incluent aussi la composante de inspection sur le lieu de travail dans le pays de destination. Donc, le premier cas d'étude, c'est le cas d'étude des Philippines. Donc, c'est en suivi des travailleurs migrants des Philippines.
Donc, bien sûr, il existe une interdiction des abus spécifiquement liés au recrutement dans la loi et donc les inspections doivent agir contre ces abus. Donc, on a des interviews avec le personnel de l'agence POEA qui s'occupe du recrutement des ressortissants des Philippines à l'étranger. Liability, where employers or recruiters Donc, abroad ils ont touché tous ces points, la surveillance de la conformité par les agents de conformité qualifiés, la vérification des agences de recrutement des candidats par le biais d'entretien, les licences délivrées à ces agences qui doivent adhérer à un code de conduite pour un recrutement éthique, la responsabilité solidaire des titulaires des permis, le dépôt fiduciaire contre d'éventuelles réclamations légales par les travailleurs migrants et une liste transparente des agences autorisées et sanctionnées, y compris toute une série d'informations, même de sanctions et de récompenses. Autre cas concerne le Vietnam. Donc, il existe toute une série d'actions de recrutement qui sont interdites selon la loi. Et donc, les inspections du travail ont le mandat de suivre la mise en place et le respect de ces lois. Donc, en particulier en matière de licence pour les agences de recrutement privées, ils vont surveiller le dépôt de garantie pour d'éventuelles réclamations de la part des travailleurs migrants, l'absence de casier judiciaire en cas d'abus de travail par ces agences, la protection des droits et des intérêts des travailleurs migrants qui fait une obligation par loi et la surveillance et la supervision de l'exécution du contrat du travail. Donc, cela signifie que tout contrat de prestation de services de main-d'œuvre avec l'employeur doit respecter des normes minimales et doit être établi avant le départ du travailleur à l'étranger. Donc, voilà d'où découle le mandat des inspections de travail qui comprend l'imposition de sanctions administratives aux autorités de référence. to the third case, the UK, country of destination. Et voilà, le troisième cas, c'est le Royaume-Uni, c'est Gangmasters and Labour Abuse Authority. C'est une autorité, une agence extrêmement active et qui va travailler pour découvrir les infractions pénales et qui va qualifier des infractions pénales toute une série d'actes. Donc, par exemple, le fait d'opérer sans licence et donc comme opérateur de recrutement informel. De plus, elles ont même une dimension extraterritoriale et donc ils peuvent arriver jusqu'au pays de destination, pays d'origine, pardon, ayant un lien avec le Royaume-Uni et donc pouvant présenter aux autorités de ce pays d'origine l'infraction. Bien sûr, il y a des exigences spécifiques, donc à part l'existence d'une licence auprès de cette autorité, la norme comprend l'exigence de ne pas soumettre les travailleurs migrants à des mauvais traitements, de ne pas facturer aucune frais de recrutement pour les services de recherche d'emploi. Et il y a une approche fondée sur le renseignement pour inspecter les titulaires de licence et même un pouvoir de police. Le quatrième cas concerne le Canada. Dans la province de Manitoba, c'est département des normes sur l'emploi. C'est des normes similaires aux normes qu'on vient de voir pour le Royaume-Uni.
Donc, il existe une interdiction des frais de recrutement à payer par le travailleur migrant. Ça, c'est inscrit dans la loi et une obligation légale d'accorder une licence aux agences de recrutement privées. Donc, l'exigence de cette licence comprend le paiement d'une caution contre d'éventuelles réclamations d'un travailleur migrant. Donc, si jamais le recruteur accomplit des abus, les travailleurs migrants ont le droit à un remboursement. Donc, il y a cette obligation pour les employeurs de s'inscrire et de travailler par l'intermédiaire de ces agences agréées et au niveau de transparence qui est exigé de tous les auteurs, de tous les acteurs autorisés et enregistrés. Non seulement les recruteurs. Ça, c'est un bon point d'entrée pour les inspecteurs de travail. Et finalement, mais pas moins important, au moment de l'enregistrement ou de l'octroi de la licence, il existe des enquêtes qui sont faites au début de l'opération et une application ciblée en fonction des facteurs de risque de la loi, bien sûr. Finalement, c'est le 5e cas d'étude, c'est les inspecteurs de travail en Belgique et aux Pays-Bas. Donc, les inspecteurs sociaux spécialement formés et qualifiés existent pour repérer les indicateurs de la traite et du trafic des êtres humains, y compris des abus liés au recrutement par le biais de visites sur le lieu de travail et qui travaillent en équipe de nature multidisciplinaire, donc avec un éventail d'autres autorités. Ils effectuent des visites inopinées dans n'importe quel lieu de travail, dans n'importe quel secteur et à n'importe quel moment de la journée. Aux Pays-Bas, il existe même un ciblage intelligent des secteurs et des lieux de travail fondés, même en Belgique, bien sûr. Il existe des réunions mensuelles d'échange d'informations pour augmenter cette capacité d'inspection et pour améliorer le ciblage. Disons que les deux pays ont une grande capacité d'inspection de travail par rapport à d'autres pays et cela se déploie à travers des visites de suivi et des rapports de suivi. Ça, c'est essentiel en cas de disputes et litiges de travail. Et finalement, mais pas moins important, comme je viens de dire, c'est la capacité de ciblage pour un nombre minimal d'inspections et ou le taux de détection. Et avec ça, je vais laisser la parole à Myriam qui va continuer la discussion sur les 5 cas d'études. Merci beaucoup. Merci Hans. C'est très, très intéressant de travailler sur les différents cas parce qu'ils montrent des approches complètement différentes. Donc, la plupart des experts qui ont travaillé sur ces cas sont présents aujourd'hui. Je vois qu'il y a déjà quelques mains levées et quelques questions qui est postées sur le chat. Je demande aux participants si c'est bien pour eux de continuer avec les orateurs et entendre quelques autres cas présentés. Ensuite, je vous donnerai la parole. Donc, si je peux, je vais demander à l'expert du cas des Philippines de intervenir. Donc, c'est Francis Ronde Guzman, directeur de la branche anti-recrutement illégal, Autorité philippine de l'emploi outre-mer et à l'étranger. And you can maybe put your mic on. J'espère que vous pouvez m'entendre. And please, of course, do you hear me well? Est-ce que vous m'entendez bien? Hello, how are you doing? Comment ça va? Good to Très see bien, you. ça va. Thank you Bonsoir, very much for coming. I know depuis it's Manila. very late for Merci. you. Je sais que c'est très tard chez vous.
C'est 11 heures du soir. OK. Alors, merci beaucoup pour être ici avec nous. Alors, sur la base de la présentation faite par Hans, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous pouvez élaborer sur comment le système conjoint fonctionne? Est-ce qu'il y a des preuves, disons, qui montrent l'efficacité en cas d'abus? Est-ce que vous pouvez élaborer un petit peu plus sur cela? Alors, avant d'entrer dans le détail de la discussion de notre organisation, je voudrais faire un petit pas en arrière et parler un petit peu de la question des licences et la nécessité de licences et d'accréditation pour les employeurs. Aux Philippines, avant qu'une agence puisse recruter les travailleurs, il faut qu'ils aient une licence. Et toute action de recrutement sans licence est considérée comme illégale. De l'autre côté, du côté du pays de destination, avant de chaque recrutement, l'employeur doit être accrédité sur la base de ce qui est prévu par l'Agence de réglementation des Philippines. Donc, je commence du sujet des licences dans le pays d'origine et ensuite, je vais parler de l'accréditation de l'employeur dans le pays de destination. Et pourquoi ces deux éléments sont importants? Il s'agit de deux éléments qui s'entrelacent l'un à l'autre. Les agences de recrutement avec licence aux Philippines sont liées légalement à l'employeur accrédité dans le pays de destination. Donc, cela signifie que toute obligation contractuelle qui est due, disons, de la part de l'employeur étranger pourrait être également imputée à l'agence de recrutement aux Philippines. Pourquoi cela? Parce que c'est évident que l'emploi outre-mer est un mécanisme où le travailleur migrant risque d'avoir des droits limités parce que finalement, les travailleurs ne sont pas dans leur pays d'origine et donc ils peuvent faire face à des difficultés. Et puis encore, il y a également un contrat limité dans le temps et peut-être, parfois, on peut avoir le risque de la part du travailleur de ne pas respecter les obligations, par exemple, du contrat. Par exemple, il y a un permis qui va à échéance et par conséquent, il doit rentrer avant la fin du contrat. Donc, il y a toute une série de situations qui voient le travailleur dans une situation de vulnérabilité. Donc, de cette manière, la licence l'agence, disons, de recrutement ayant la licence peut être considérée comme responsable parfois. Et ça a été un succès, en tout cas, ce mécanisme, parce que c'est un véritable mécanisme simple à suivre même devant la loi, devant un tribunal. Et vu que l'agence de recrutement est réglementée et il y a une licence, cette agence de recrutement sait bien qu'elle est responsable avec l'employeur étranger. Et donc, indépendamment des obligations du contrat pour l'employeur, même l'agence de recrutement est considérée comme responsable. Et c'est évident que cette responsabilité a des retombées au niveau du mécanisme tout entier. Donc, nous avons vraiment beaucoup d'histoires de succès, nous pouvons dire. Et dans notre bureau,
Nous avons eu vraiment beaucoup d'histoires positives et en cas de problème, si l'agence ne respecte pas les obligations de contrat ou les obligations monétaires, cette agence risque d'être suspendue et ne peut plus donc travailler à nouveau. Donc, nous lions d'une certaine manière les agences de recrutement. La licence est un élément essentiel. Et c'est évident que de cette manière, les agences de recrutement s'assument la responsabilité de leur procédure. Merci, merci beaucoup. Je crois que c'est très intéressant d'entendre de votre part cette expérience et même des autres participants peut-être auront des questions à vous poser. Alors, j'ai une petite dernière question pour vous avant de passer au prochain expert. Est-ce que vous voulez peut-être partager des éléments clés ou peut-être vous pouvez mentionner des défis dans le travail de POEA dans le cadre du recrutement équitable? Alors, disons que notre mécanisme est assez avancé maintenant. Nous nous occupons des licences, de l'accréditation. Nous avons commencé à la moitié des années 90, mais c'est évident qu'il y a toujours un aspect à prendre en considération. Il y a la traite, des problèmes au niveau de recrutement parfois, et comme on se l'a bien mentionné, il est très important de mener des inspections. Il y a par exemple des business qui simulent être des recrutements. Donc, finalement, nous devons essayer d'identifier tout comportement non éthique. Et ça a été toujours un défi. Je crois que nous devons toujours peaufiner le système parce que il y aura toujours des difficultés qui verront le jour, même dans l'avenir. Et dans certains cas, on peut avoir ceux qui tentent finalement d'affronter le recrutement légitime ou de s'opposer au recrutement légitime. Donc, il est important de peaufiner le système, de l'améliorer de plus en plus au fur et à mesure que le temps passe. Merci, merci beaucoup pour votre témoignage. Restez avec nous parce que je suis sûre qu'il y aura ensuite certainement des questions de la part des participants et merci, malgré l'heure, d'être avec nous dans le webinaire. Maintenant, je donne la parole au prochain cas concerne le Vietnam. Nous avons une vidéo avec le témoignage de M. Guillaume, qui fait partie du département du travail d'outre-mer du Vietnam. Et je remercie en tout cas M. Liem d'avoir participé, même au travers de la vidéo. Et si nécessaire, il va quand même répondre aux questions que nous pouvons avoir. Et je demande à mes collègues de mettre la vidéo et de présenter cette petite vidéo qui nous donne des informations sur le cas du Vietnam. Qu'est-ce qui rend les pratiques de l'inspection du travail vietnamienne particulièrement intéressantes, éventuellement reproductibles? Récemment, l'inspection et le contrôle des entreprises de services et le respect de la loi par les entreprises de services dans l'envoi de travailleurs vietnamiens pour un emploi à l'étranger, et ce qui a donné des résultats positifs. Le système juridique relatif à l'envoi de travailleurs vietnamiens à l'étranger dans le cadre de contrats a été revu, complété et perfectionné. En particulier, il y a eu une modification et le complément récent de la loi sur les travailleurs vietnamiens qui travaillent à l'étranger dans le cadre du contrat. Et cette loi couvre les actes interdits dans l'envoi de travailleurs à l'étranger. Ce contrat est tel que
par exemple, attirer, promettre, faire de la fausse publicité pour tromper les travailleurs, cela est interdit. Envoyer des travailleurs à l'étranger à des fins de travail forcé, ainsi que l'exploitation et la traite des travailleurs. Et il y a même d'autres règlements qui couvrent les actes interdits dans l'envoi de travailleurs pour un emploi à l'étranger. Et donc, c'est évident que on a essayé de diffuser les informations sur les législations qui ont été promulguées dans des formats variés et pertinents par le biais des médias, de conférences, des séminaires, de manuels, de publications, de dépliants, de vidéos et en collaboration avec les agences concernées. DOLAB assure la formation du personnel des entreprises de services et des fonctionnaires locaux en ce qui concerne la législation. On a essayé de sensibiliser les travailleurs migrants à la loi. Nous avons sensibilisé sur l'importance de mettre en place un système d'inspection et de contrôle de niveau central au niveau local. Et nous avons également utilisé la technologie de l'information dans l'inspection et le contrôle. Et nous avons développé un logiciel d'auto-inspection, un système de base de données des travailleurs travaillant à l'étranger sous contrat. Grâce à l'auto-inspection des agences de recrutement, DOLAB obtient des informations sur les performances des agences de recrutement pour corriger les mauvaises actions ainsi que pour fournir des orientations aux agences de recrutement. Et enfin, il y a également eu un investissement et une mise à niveau des installations d'inspection et de contrôle telles que les caméras et le transport pour les inspecteurs. Merci, merci beaucoup, Marion, pour avoir partagé la vidéo. Je crois que c'est très intéressant également d'entendre de la part des collègues de Vietnam. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster. Et maintenant, je voudrais donner la parole au prochain expert. Je donnerai la parole à M. Daryl Dixon, directeur de la stratégie de Gangmaster Licensing Authority. Monsieur Dixon, merci. Merci beaucoup pour être ici avec nous aujourd'hui pour ce webinaire. Ce serait intéressant, au-delà de la présentation qui a été faite par le collègue, ce serait intéressant d'entendre plus sur le travail que vous faites en matière de suivi des licences dans le pays d'origine. Donc, comment vous opérez? Je m'excuse. Alors, tout d'abord, nous effectuons une activité de suivi avec les business au Royaume-Uni. Les agences de recrutement évaluent, disons, l'employabilité auprès des entreprises. Et il y a toute une série de normes qui reflètent finalement la législation des Royaumes-Unis. Il y a toute une série de normes concernant le paiement des impôts. Donc, il y a vraiment une collaboration très étroite pour essayer de respecter au maximum les contrats. La section 3 des normes inclut également les indicateurs du travail forcé de l'OIT et c'est un élément clé. Finalement, au sein de notre régime d'inspection, nous essayons de prévenir l'exploitation au niveau du travail. Et donc, nous effectuons des inspections pour ce qui est du respect des normes, mais nous contrôlons également avec les autres départements du gouvernement pour repérer toutes les informations possibles sur les entreprises, pour voir si ces entreprises sont conformes à la réglementation. Et ces informations nous aident ensuite à mener une évaluation pour émettre la licence. C'est un petit peu compliqué. Si, par exemple, l'agence se trouve hors du Royaume-Uni, parce que dans ces circonstances, nous n'avons pas des informations de la part des départements du Royaume-Uni. Donc, il est important de comprendre si les
d'entreprises qui opèrent dans le pays d'origine sont conformes à la loi domestique. Et donc, nous essayons de créer des contacts avec l'inspection dans le pays d'origine et nous essayons de repérer le plus d'informations que nous pouvons sur disons, la conduite. Et un manque d'informations, finalement, peut créer des retombées importantes parce qu'on risque d'exporter des travailleurs, disons, qui ensuite sont assujettis à une exploitation. C'est assez compliqué maintenant pour le Royaume-Uni parce que nous avons été créés en 2005. La plupart des travailleurs qui venaient au Royaume-Uni provenaient des pays de l'Union européenne. Il y avait la liberté de circulation. Et maintenant, cela disons, ce n'est plus le cas après la sortie du Royaume-Uni. Et donc, nous avons maintenant beaucoup de travailleurs qui entrent au Royaume-Uni et nous avons un manque dans certains secteurs, surtout le secteur de l'agriculture. Donc, il y a un nouveau régime de travail saisonnier qui a été créé et le travail a augmenté. Donc, nous pouvons recruter de n'importe quel pays du monde, même hors de l'Union européenne. Et donc, nous nous trouvons avec des candidatures par des sociétés du Népal, de l'Afrique, l'Inde de l'Est. Il y a beaucoup de travailleurs du Tadjikistan, Kazakhstan, donc toute une série de pays avec lesquels on n'avait pas de contact direct avant. Et donc, cela complique le travail parce que maintenant, nous devons établir ou rétablir des rapports avec les inspections de travail dans beaucoup de pays pour pouvoir obtenir des informations, les informations nécessaires pour identifier toute éventuelle chaîne d'exploitation. Et parfois, et c'est compliqué parce que nous devons essayer de comprendre la législation également dans l'autre pays. Et nous devons faire en sorte qu'il y ait une correspondance entre la loi du pays de destination et la loi de notre pays, de pays d'origine, pardon, et la loi de notre pays. Il y a également des intermédiaires qui interviennent. Nous avons eu une expérience récente avec le Népal. Il y a eu des personnes qui ont été impliquées dans le recrutement des personnes. Il s'agissait plutôt, non pas de recruteurs, mais d'intermédiaires financiers. Et donc, il y a eu des difficultés parce que la situation peut se compliquer. Et maintenant, finalement, la situation au Royaume-Uni est plus compliquée. Donc, nous avons en tout cas des réquisitions de base qui doivent être respectées pour éviter toute forme d'exploitation des travailleurs. Merci, merci beaucoup. Je crois que c'est très intéressant ce que vous avez mentionné. Merci. La chose là très intéressante, c'est l'accent que vous avez mis sur les conséquences de la Brexit. Lorsque elle a eu des retombées sur le recrutement, c'est un exemple énormément concret. Donc, pensez-vous peut-être que cela pourrait devenir l'un des défis majeurs vis-à-vis de la gestion du recrutement, ou y a-t-il d'autres défis que vous souhaiterez mettre en exergue peut-être? Selon moi, c'est l'un des défis majeurs, hein, impérativement, parce que il faut, heu, il faut créer des contacts avec les autres inspections de travail, non seulement à l'intérieur de l'Angleterre et de la Grande-Bretagne, mais aussi, par exemple, aux Pays-Bas.
Donc, on a eu même des connexions avec l'Europol. Donc, on avait créé un réseau très dense, très capillaire dans tous les autres pays membres et on est encore en contact, bien sûr, parce que les travailleurs britanniques dans ces pays pourraient rester, mais parfois on peut y avoir des exploitations desquelles on ne connaît rien. Donc, ça, c'est vraiment un défi pour les inspections de travail. Tout est devenu plus compliqué. Mais dans tous les pays du monde, il y a une demande de licence et donc il faut vraiment veiller et vérifier tous les aspects avant d'octroyer ces licences. Donc, de la part de la GLA, nous avons des pouvoirs étendus, pour ainsi dire, hein, parce que nous pouvons octroyer des licences selon nos normes et en particulier dans le secteur de l'agriculture en Royaume-Uni et elle a des juridictions différentes. Donc, l'Angleterre, l'Irlande du Nord et donc tous les membres qui font partie du Royaume-Uni. Donc, on a plusieurs juridictions et plusieurs autorités de police qui nous permet de investiguer, de mener des enquêtes concernant tout abus du travail. Excusez-moi, il y a une interférence. Et à cause de ces différentes juridictions, il y a des différentes étendues de portée de ces licences. Donc, on a, disons, une juridiction de Angleterre et des Pays de Galles et notre juridiction pour l'Irlande du Nord et l'Écosse. Merci. Merci beaucoup. Je suis sûre que votre intervention a été très intéressante, mais il y en a d'autres également intéressants, donc restez avec nous. Donc, je donnerai la parole aux prochains orateurs, qui est Monsieur Jared Beckley, manager des enquêtes sur les réclamations aux normes d'emploi du ministère du Travail, de la protection des consommateurs et des services gouvernementaux de Manitoba, Canada. Donc, merci d'être avec nous et j'ai une question spécifique pour vous. Donc, dans le cas de Manitoba, il y a des demandes spécifiques pour l'octroi de licences des recruteurs, mais ils doivent même se soumettre à un enregistrement, donc fournir toute une série de documents pour augmenter la transparence. Donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, sur ces demandes et ces prérequis. Oui, bien sûr. Merci de la question et merci à tout le monde. Donc, notre modèle est spécifique et donc je suis heureux de vous le présenter, mais c'était extrêmement intéressant de entendre les collègues qui ont parlé de leur modèle. Donc, tout ce qu'on a dit était, disons, synthétisé dans la, disons, dans la note technique. Mais pour vous donner quelques informations, Manitoba est un gouvernement fédéral et donc il y a des juridictions très différentes à l'intérieur avec des règlements très différents. Donc, au début des années 2000, on a décidé de s'attaquer à la question des travailleurs migrants pour éviter la migration illégale. Et donc, nous, on est devenu un modèle pour le Canada, un modèle qui a été, disons, transposé dans notre territoire du Canada. Donc, nous avons un registre pour les employeurs, nous avons une procédure de licence pour les recruteurs, les agences de recrutement et en inspection de
travail qui peut investiguer n'importe où et n'importe quand. Et nous avons bien sûr une législation spécifique qui interdit tout type d'abus à l'intérieur de notre juridiction. Donc, j'ai écouté Daryl et leur système, leur régime spécifique qui cherche à comprendre ce qui arrive dans d'autres juridictions. Donc, c'est ce que qu'on fait aussi chez nous, donc de partir du pays d'origine et de continuer tout au long de la chaîne jusqu'au Canada pour comprendre qui sont les sujets du recrutement et qui sont les employeurs. Donc, le registre, c'est le premier pas, c'est le ministère qui conserve ce registre et qui veut savoir qui recrute qui. Mais c'est même une sorte de possibilité de suivre et d'avoir notre liste noire, de savoir qui a eu de mauvais comportements dans le passé pour ne pas le faire entrer. Donc, c'est une opportunité pour identifier le recrutement illégal avant qu'il se produise. Donc, un employeur pourrait recruter quelqu'un sans utiliser un agent possédant une licence. Donc, à partir d'un pays d'origine jusqu'à Manitoba. Donc, c'est quelque chose qu'on ne recommande pas aux employeurs et donc cela nous donne la possibilité d'en discuter avec les employeurs parce qu'il existe toute une série d'informations publiques qui sont fournies aux employeurs. Et donc, c'est une sorte de mécanisme qui cible le consommateur, pour ainsi dire, et qui le protège. Donc, comme je l'ai dit, la divulgation d'informations transparentes est la base de ce système. Donc, il y a ce registre, il y a une obligation de maintenir des archives concernant les contrats, les dépenses et les frais payés et qui doivent être soumises sur demande de notre instance. Autre chose concernant le registre qui avait été mentionné dans le note technique, il y a une sorte de pare-feu entre l'inspection de travail et disons, la gestion de l'immigration. Donc, notre travail n'est pas de comprendre si quelqu'un était une victime de traite, mais l'existence de ce pare-feu, c'est la communication. C'est la communication entre les instances parce que nous ne pouvons pas avoir toutes les informations qui sont entre les mains du service d'immigration. Et donc, la communication devient ce pare-feu contre les comportements illégaux. Donc, on est encore en mesure disons, exploiter ce pare-feu, mais on veut le améliorer au fur et à mesure qu'on continue et bien sûr, on fait face à des défis. Mais la communication, c'est vraiment la clé. L'atout majeur de notre système entre pays d'origine et de destination et entre services. Bien sûr, c'est difficile de garder des communications continues avec des instances de pays si loin, si différents, mais maintenant, nous utilisons une sorte de système qui est basé sur le protocole d'entente ou de système de communication unique à l'intérieur du Canada. Et donc, au Manitoba, par exemple, nous travaillons avec des programmes de migration, disons un nombre fermé, avec un nombre de permis de travail fermé. Et donc, une fois qu'on a réglementé
disons, ce volet. Les autres volets, et en particulier l'exploitation, peut être mieux contrôlée, mieux suivie. Donc, il faut, je continue à être en mesure de communiquer avec les autres acteurs de la réglementation de la migration et grâce à un bon mécanisme de réglementation au Manitoba, on peut, disons, répliquer ce modèle ou bien chercher à partager de bonnes pratiques. Donc, bien sûr, on a fait beaucoup, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc, de la communication entre pays, mais même à l'intérieur du pays. Et les ressources sont toujours une préoccupation. Donc, dans les notes techniques, vous voyez mentionner l'acte législatif qui nous a permis de travailler comme ça et de commencer il y a 13 ans. Donc, bien sûr, il existe plusieurs échanges possibles, plusieurs catégories disons, d'actions qui pourraient être menées. Et autre chose importante qui est comprise dans la note technique, c'est de faire, comment dire, convaincre les travailleurs migrants qu'ils doivent être partie de ce travail d'investigation, de ce travail d'enquête. Donc, c'est bien sûr une question de création de confiance, mais c'est extrêmement important. Et nous voyons que ça marche. Ça marche beaucoup et parfois, il y a un bon niveau, parfois, pas toujours, de complicité dans ce qui arrive pour avoir, par exemple, une porte d'entrée dans le pays de destination qu'on n'aurait pas voir d'une façon différente. Et donc, on est toujours prêt à discuter et à montrer le côté négatif, c'est l'abus. Donc, bien sûr, comme je dis, la chose la plus importante pour nous, c'est d'avoir, disons, une portée de notre mandat qui est extrêmement large et donc qui nous permet de parler avec n'importe qui, n'importe quand et n'importe comment. Donc, merci Jared. Je vois que votre système est très intéressant parce que vous avez touché à quelques défis majeurs. J'ai pris quelques notes. Donc, bien sûr, dans le chat, l'un des participants a parlé des ressources. Et donc, vous aussi, vous avez mentionné la question des ressources qui est normale et qui est retrouvée dans tous les pays. Donc, c'est intéressant encore plus de l'importance de la communication et de comment ce défi peut être relevé non seulement entre pays, mais à l'intérieur des pays eux-mêmes. Donc, sans plus m'attarder, je sais qu'il y a beaucoup de questions. J'ai pris note de toutes les questions et des différents commentaires. Donc, je ne vais pas oublier, mais je demanderai à Marion de mettre le dernier vidéo, c'est le témoignage de Monsieur Cohen Van Osseler, conseiller stratégique de l'inspection de travail. Et c'est très, très bref et ensuite, on pourra ouvrir la discussion. Merci encore, Jared. L'efficacité des inspections en Belgique repose notamment sur la coopération entre les différents inspecteurs et les forces de police.
Les différents services ont chacun leur propre spécialité et effectuent des inspections conjointes parce qu'une inspection est plus spécialisée dans la rémunération, par exemple, et d'autres dans l'emploi des travailleurs étrangers et d'autres encore dans le recouvrement des cotisations de sécurité sociale, et ainsi de suite. De cette façon donc, la connaissance est recueillie, collectée et des enquêtes approfondies peuvent être menées. Dans chaque district juridique, les différents services d'inspection se réunissent environ une fois par mois. Au cours de cette réunion, les constructions illégales sont discutées et une inspection conjointe est organisée. Les secteurs les plus vulnérables à la fraude sont inspectés plus souvent que les autres secteurs. Il en va de même pour les employeurs non malveillants, selon les constatations faites dans le passé. Et aussi, en comparant les données, on peut découvrir des irrégularités. Donc, c'est aussi un moyen de déterminer des objectifs. Ces réunions sont dirigées par le magistrat spécialisé dans le droit du travail. C'est également ce magistrat qui peut poursuivre les infractions détectées devant les tribunaux et des amendes peuvent être infligées. Donc, 48 000 € pour chaque travailleur étranger qui n'est pas employé correctement. Et ces amendes élevées peuvent avoir un effet dissuasif. Chaque année, environ 10 000 inspections conjointes sont effectuées et ceci en plus des enquêtes menées par chaque inspecteur séparément. L'inspection peut avoir lieu à tout moment de la journée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Parce que les employeurs malveillants tentent d'éviter les inspections, par exemple en employant et en exploitant des travailleurs étrangers illégaux la nuit et le week-end. Il va donc de soi que les services d'inspection doivent également fonctionner à ce moment-là. Et enfin, il n'est pas inutile de mentionner le fait qu'en Belgique, les inspecteurs ont le droit d'entrer sur le lieu de travail à l'improviste, donc de manière inopinée. L'employeur ne peut pas refuser les accès. Le défi réside dans l'échange des données avec d'autres services. L'Europe a une législation très stricte en matière de protection de la vie privée, ce qui ne facilite pas l'échange de données personnelles avec d'autres services d'inspection parce que l'échange de données nécessite une autorisation spéciale et présenter une telle demande d'autorisation prend non seulement beaucoup de temps, mais nécessite également de connaissances approfondies. Cette procédure difficile crée un obstacle à l'échange de données entre les services. Cependant, l'échange des informations pourrait être une source importante pour détecter les fraudes et l'abus d'une manière plus efficace. Je ne dis pas que peu d'informations sont actuellement en cours d'échange, mais il est certainement possible de l'améliorer. Par exemple, un émigré clandestin qui travaille au noir sera probablement aussi payé avec de l'argent noir, pour ainsi dire, et évidemment pas selon les normes salariales en vigueur. Donc, les données des autorités fiscales pourraient fournir des informations intéressantes pour les inspecteurs du travail et vice-versa. Autre exemple, l'accès aux données sur le logement pourrait également constituer une source intéressante. Les travailleurs étrangers qui sont exploités vivent souvent avec d'autres dans des conditions misérables et des logements de mauvaise qualité. Je peux donner beaucoup d'autres exemples qui montrent pourquoi l'échange de données peut être très important. Je suis convaincue que si toutes les données présentes dans tous les différents services gouvernementaux en Belgique devraient être combinées et recoupées, la fraude et les abus ne pouvaient pas venir à la lumière plus rapidement et plus efficacement. Donc, ça, c'était l'intervention du collègue belge qui n'a pas pu l'occasion d'intervenir. A bien souligné l'importance d'une visite à l'impréviste, disons. Et je vois que nous commençons à avoir des questions dans le chat et même des participants qui ont levé la main. Et alors, on va demander à Anne, Maria, Xavier et Joachim si vous pouvez fournir des commentaires. Alors, la première question est de Monsieur Choukiwali. Peut-être, Maria, c'est pour toi.
des expositions qui ont été faites par les différents intervenants. Est-ce que peut-être, Maria, tu veux commenter sur ce point? Oui, bon, OK, I'm going to answer in English. Je vais répondre en anglais. Alors, je crois que le point ici est le suivant. Nous devons nous assurer que le travailleur migrant se trouve dans une condition d'égalité de traitement dans le pays de destination. Donc, le moment où le travailleur arrive dans le pays de destination, il ne doit pas se trouver dans une situation de désavantage et d'abus. Donc, il est important d'identifier tout abus en matière de recrutement et cela pourrait permettre aux travailleurs d'avoir accès à un travail décent dans le pays de destination. Et peut-être, il est important de s'assurer que les employeurs et les recruteurs agissent de la bonne manière. Donc, il est important qu'il n'y ait pas de concurrence non équitable parmi entre le travailleur migrant et le citoyen. À un certain moment, j'ai vu un commentaire qui disait que finalement, dans plusieurs pays, dans n'importe quel pays, le travailleur, lorsqu'il arrive dans le pays de destination, il est soumis à la législation du pays de destination. Mais pour ce qui est de l'application de la loi et la détection des abus, il faut reconnaître que les travailleurs migrants ont des avantages en termes d'accès aux mêmes droits qui sont octroyés de par la loi. Donc, c'est vrai, la loi définit le même niveau de protection, mais dans la pratique, parfois, cela ne s'avère pas. Et donc, cela peut être pour la situation où se trouve le travailleur migrant ou peut-être pour des caractéristiques, un manque de connaissances des services disponibles, de la législation en vigueur, ou peut-être les travailleurs se trouvent dans des endroits isolés où ils ont moins de services de support accessibles. Et même la question de la langue, les barrières linguistiques et la barrière culturelle également jouent un rôle important. Donc, cela doit être gardé à l'esprit. J'ai trouvé beaucoup de points communs parmi les différents intervenants. L'importance de partager les informations, les données, les défis qui tournent autour finalement de la collecte des données. Ensuite, la nécessité d'avoir des services fournis par les gouvernements, l'appel pour une réglementation efficace, les licences pour les agences de recrutement. Et je m'arrête là. Et je laisse la parole à d'autres experts. Je vais continuer en français puisqu'on avait, alors je vois que Jared a levé la main. Je vais vous donner la parole dans un instant. Mais nous avions une question, nous avions en tout cas une main soulevée de Monsieur Ahmed Messaoudi de la Tunisie. Je vais peut-être dans un premier temps voir s'il souhaite prendre la parole. Et j'ai vu aussi qu'il avait posté un commentaire dans le chat. OK. Voilà. Bonjour, Monsieur OK, Messaoudi. bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Je remercie infiniment les intervenants pour leur présentation. Donc, c'est un sujet très important que la majorité des pays sont concernés. Donc, lorsqu'on parle de recrutement équitable ou de l'organisation de l'intermédiation privée, c'est un sujet, disons, très important sur lequel nous sommes en train de travailler il y a des années. Donc, pour la Tunisie, il a mis, disons, en place un cadre juridique pour l'organisation de l'intermédiation privée dès l'année 2010, où il y a des principes, on a respecté les principes généraux de la Convention 181 de l'OIT.
plus particulièrement, je dis bien surtout que l'agence privée de recrutement ne soit pas une relation ne soit pas concernée par la relation du travail qui sera établie directement entre l'employeur et le candidat à la migration. Également, la gratuité du service au profit des candidats à la migration. C'est la loi qui stipule ça. Également, il y a un dossier pour avoir, il y a une licence ou une autorisation qui devrait être soumise à l'agence privée de recrutement avant l'exercice de cette activité de placement à l'étranger. Donc, il y a tout un dossier qui sera déposé au niveau du ministère de l'Emploi pour avoir cette autorisation. Il y a même une caution bancaire de l'ordre de 10 000 euros environ. Donc, et ce dossier passe par une commission consultative pour donner son avis consultatif et sur lequel le ministère chargé de l'Emploi va autoriser ou pas l'agence privée de recrutement d'avoir l'autorisation. Donc, et nous ouvrons, puisque nous sommes ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle de l'emploi, et le travail relève du ministère des Affaires sociales. Donc, ici, nous avons, puisque le contrôle de ces agences privées de recrutement, c'est des prérogatives de par la loi du ministère chargé de l'emploi. Donc, nous avons constitué, disons, un réseau d'inspecteurs qui se trouve dans tous les gouvernorats de la Tunisie pour inspecter et contrôler les agences privées de recrutement. Donc, ici, bon, j'ai trouvé que messieurs les intervenants parlent uniquement des inspecteurs du travail, mais je veux bien aussi qu'ils parlent aussi des inspecteurs des agences privées de recrutement, l'un ou l'autre, ça dépend des pays. Donc, toujours dans les directives, on va parler des inspecteurs du travail ou des inspecteurs des agences privées de recrutement. Et là, on peut trouver les deux corps, ça dépend des pays. Pour nous, ce sont pour le contrôle des agences privées de recrutement, on a les inspecteurs des agences privées de recrutement. Mais concernant, par exemple, l'emploi des étrangers en Tunisie, c'est du ressort de l'inspecteur du travail. Donc, on doit faire la part des choses concernant ce point. Et surtout que dans les directives aussi, on doit parler surtout du partenariat entre le public et le privé, également que les agences privées de recrutement sont autorisées. Donc, il y aura un partenariat entre le public et le privé. Aussi, il faut parler aussi des outils et les moyens qu'on doit mettre en place pour mieux contrôler disons, les abus des recruteurs ou des intermédiaires. Donc, nous, à notre niveau, on va mettre en place une plateforme en ligne pour que les agences privées de recrutement aient un compte dans cette plateforme et introduit toutes les informations et toutes les opérations de placement qui seront réalisées. Et je vous remercie une autre fois. Merci, monsieur Msaoudi. Toujours un plaisir de vous avoir avec nous. J'aimerais peut-être passer la parole à notre participant, notre expert venant notamment du Qatar, Monsieur Al-Siddiqui, si vous m'entendez. I will maybe switch again in English. Je passe à nouveau à l'anglais. Merci pour m'avoir donné l'opportunité. Merci à vous pour la patience. Je travaille au sein du ministère du Travail et je suis content de pouvoir partager d'une manière brève mon expérience, notre expérience. Le Qatar est un cadre juridique exhaustif
Et il y a également une décision ministérielle qui réglemente les licences des agences de recrutement au Qatar. Donc, il y a un mécanisme d'approbation et d'accréditation qui est un complément aux dispositions juridiques prévues par le ministère du Travail. Donc, il y a cette réglementation des licences et il y a même un mécanisme de suivi de manière à vérifier que les agences de recrutement utilisent d'une manière appropriée les licences et respectent les critères qui ont été définis et toutes les dispositions identifiées par le ministère du Travail. Donc, il y a tout un mécanisme de contrôle de la conformité des agences de recrutement. Donc, il y a également un mécanisme de plainte qui permet aux travailleurs de fournir toutes les informations concernant des difficultés rencontrées ou des abus rencontrés. Et finalement, nous nous occupons directement de toutes ces plaintes et nous avons, par exemple, révoqué 45 licences qui avaient été octroyées aux agences de recrutement sur la base de ce mécanisme de plainte. Donc, il est important qu'il y ait une sorte de collaboration et nous avons également une collaboration avec l'OIT. Nous avons travaillé sur l'évaluation, des procédures d'évaluation et des mécanismes pour pouvoir finalement monitorer les licences dont les agences de recrutement disposent. Il y a beaucoup de défis qui ont été identifiés, évidemment. Donc, nous avons essayé de développer des stratégies et des outils pour pouvoir renforcer encore plus la capacité inspecteur et merci pour m'avoir donné l'opportunité de parler. Merci beaucoup, Monsieur Al-Siddiqui, pour avoir partagé l'expérience du Qatar. Il y a encore 2 personnes qui ont levé la main, Monsieur Ouali et 3 personnes, pardon. Je vais peut-être repasser en français dans un premier temps. Monsieur Ouali, je vous passe la parole. Donc, bonjour tout le monde. Je suis Choukri Ouali, donc directeur général de l'inspection du travail en Tunisie. Donc, je voudrais justement parler de l'inspection du travail en Tunisie, comment elle opère, surtout dans le secteur informel. Parce qu'en fin de compte, l'inspection du travail commence à sortir de son zone de confort lorsqu'il opère dans les secteurs de l'économie formelle vers l'économie informelle, où on travaille, où il y a pas mal de populations, des enfants, des femmes dans les exploitations agricoles, aussi, bien sûr, donc des migrants qui sont issus de partout, surtout donc, pour la Tunisie, donc surtout les pays frères donc, du Sub-Sahara. Donc, peut-être, donc, on a commencé, mais le problème pour l'inspection du travail, c'est qu'il y a un manque d'effectifs. Il y a un manque de matériel logistique. Et on a commencé à surmonter cette défaillance avec la coordination et la coopération avec d'autres organismes de contrôle, tels que bien sûr, les contrôleurs de la sécurité sociale, tels que aussi, bien sûr, donc, nos collègues des services d'emploi. Comme ça, on peut opérer, bien sûr, avec des campagnes en concertation, et comme ça, on peut, bien sûr, donc, avoir une... bien sûr, un système d'information commune. Comme ça, on peut accéder ensemble. Peut-être on peut trouver des solutions et même des emplois équitables, bien sûr, pour ces travailleurs dans l'informel. Donc, bien sûr, dans une sorte d'approche concertée et commune. Et comme ça, on trouve des solutions à ces populations. Donc, bien sûr, on va considérer vers une défaillance
en ressources et en matériel vers une approche commune et concertée et bien sûr une approche pragmatique pour en fin de compte trouver des emplois décents assez travailleurs de le former. Et merci. Donc justement, bien sûr, je me concentre sur la coordination entre les divers intervenants. Voilà, merci. Merci, Monsieur Wali. Effectivement, un point important que vous soulignez aussi, tous les défis en fait rencontrés par les inspecteurs du travail dans le secteur de l'économie informelle. Effectivement, secteur dans lequel notamment évoluent beaucoup les travailleurs migrants. On peut aussi évoluer énormément les travailleurs migrants, donc c'était un point important à souligner aussi. Nous avons notamment, alors, il nous reste à peu près une quinzaine de minutes, donc on est bien évidemment intéressé à entendre d'abord vos bonnes expertises, les expériences que vous voulez participer, comme certains de nos collègues l'ont déjà fait, mais aussi peut-être certains des défis que vous rencontrez, et si ce que vous avez entendu, notamment par des experts au début de cette session, fait écho à votre propre contexte. Donc, merci évidemment de lever votre main, de prendre la parole, d'utiliser le chat si vous souhaitez participer et partager votre expérience. Tenemos también muchos expertos de la América Latina. Es un placer ahora de dar la palabra al señor Oscar Humberto, que está del Perú. Muchas gracias por su participación. Je voudrais donner la parole à Humberto du Pérou. Merci, merci de votre participation. Laboral a la cual Au pertenezco. Pérou, le département du travail et donc l'inspection, c'est une branche du ministère du Travail et de la promotion de l'emploi, et l'inspection du travail dans ce contexte en son mécanisme de contrôle et de suivi sur les agences de recrutement, et en particulier concernant le recrutement des travailleurs migrants et de leur participation au système de sécurité sociale nationale. Ceci dit, il est difficile de faire respecter la législation parce que le nombre d'immigrants a augmenté énormément dans les années récentes, notamment provenant du Venezuela. Donc, en réalité, avant, on avait un système qui nous permettait d'avoir des travailleurs hautement qualifiés dans le pays qui devaient soumettre toute une série de documents montrant leur adhérence au système de sécurité sociale. Maintenant, le système a changé et la réalité a changé. Donc, les migrants qui arrivent sont moins qualifiés. De plus, on a, disons, une partie de ces migrants qui arrivent à travers des voies qui ne sont pas transparentes. Voilà pourquoi nous avons dû ajuster notre législation pour délivrer des permis de travail temporaire ou bien des permis pour des réfugiés. Malheureusement, le taux de travail informel dans notre pays est assez élevé, ça arrive à 70%. Pour ce qui est des violations et le non-respect des droits des travailleurs migrants, le pourcentage est très, très élevé, donc il est très difficile de les protéger car ils n'ont pas de papier et donc ils croient ne pas avoir droit à une protection. Donc, le nombre de travailleurs migrants en situation vulnérable est très élevé. Et les travailleurs étrangers sont en train de se soustraire à l'inspection de travail une fois qu'elle arrive sur le lieu de travail pour éviter d'être identifiés et signalés.
aux autorités. On a même une unité spécifique qui travaille, qui s'occupe de travail forcé et de travail des enfants. En général, nous sommes en train de créer des unités spécifiques pour mener un nombre plus élevé d'inspections et de protéger ces catégories de plus. Merci, merci, Monsieur Moreno. Il s'agit d'une expérience extrêmement spécifique et intéressante. Donc, le cas de migrants irréguliers, donc des ressortissants du Venezuela et le problème concernant le problème avec l'inspection de travail. Je ne sais pas si Maria ou Javier ont des commentaires à faire sur ce que M. Moreno vient de dire, hein, bien sûr. Javier? Bon après-midi, bon après-midi. Comme Monsieur Moreno a parlé en espagnol, qui est ma langue mère, je vais lui répondre dans la même langue, si vous me permettez. C'est vrai. En effet, aujourd'hui, on a pu voir des exemples extrêmement pratiques sur le rôle de l'inspection du travail. Et donc, l'inspection de travail, comme l'on dit presque tous les experts, n'est pas la solution à tous nos problèmes, bien sûr, mais elle pourrait être une partie majeure de la solution. Et parfois, dans la plupart des cas, on peut se focaliser sur les travailleurs migrants qui pourraient être victimes de traite et de trafic. Comment faire ça? Eh bien, créer des unités spécifiques au sein de l'inspection de travail, se spécialisant dans certaines pratiques, par exemple, dans les contrôles et le suivi des activités des agences de recrutement privées. Ou bien, elle pourrait avoir la tâche d'identifier des agences irrégulières. Encore, il y a des fonctions, le mandat général de l'inspection de travail, c'est de veiller au respect de la législation nationale. Et donc, dans le cas de travailleurs migrants qui seraient identifiés sur un lieu de travail, il faudrait intégrer une analyse disons, du voyage et du parcours professionnel de travailleurs qui a abouti à ce lieu spécifique de travail et à cet employeur spécifique qui vient d'être inspecté. Et sans oublier, bien sûr, la collaboration entre instances différentes pour identifier et détecter des problèmes tout au long de la chaîne de recrutement. Ensuite, il faudrait informer les autorités nationales compétentes des résultats de ces inspections. Donc, malheureusement, dans beaucoup de pays, se retrouvent dans, disons, la négligence concernant le secteur informel. Voilà pourquoi il faut établir deux différents
plans et principes d'inspection de travail pour étendre le mandat ou bien l'action des inspections de travail, même au travail informel et au secteur informel. Donc, merci de vos commentaires. Selon moi, cet échange est extrêmement fructueux et donc il faut remercier l'OIT qui a mis sur la table ces propositions. Donc, je vais poster dans le chat des documents qui ont été mentionnés au début par M. Pintado, donc les principes génériques et les principes directeurs pour le recrutement, parce que ces principes généraux peuvent être appliqués aux activités de l'inspection de travail et même à l'intérieur de services spécifiques. Merci, merci Javier du commentaire. Donc, on s'approche à la fin de notre journée, mais on a encore 2 commentaires par Gabriela. Gabriela, souhaiterez-vous prendre la parole peut-être? Donc, si vous le souhaitez et si vous m'entendez, je peux vous donner la parole. Bonjour, bonjour Gabriela. Je m'appelle Gabriela Eneya. Je travaille au Pérou. Et j'ai 2 commentaires à faire. Premièrement, je souhaiterais souligner l'importance du renforcement au service d'inspection de travail, mais encore plus important, c'est de leur donner le mandat de protection des droits des travailleurs migrants. Donc, on parle donc d'un pouvoir de force de police parce que les travailleurs migrants devraient avoir accès, comme tous les autres travailleurs, aux moyens légaux. Et donc, les inspecteurs de travail pourraient être en point d'entrée, pour ainsi dire, des travailleurs migrants à ce système légal de protection de leurs droits. Donc, lorsqu'on parle d'agence de recrutement, les inspecteurs de travail devraient avoir la possibilité de contrôler toutes les actions menées et d'informer en même temps le public de toute mauvaise action et de toute information nécessaire à retenir. Donc, savoir par exemple que les agences de recrutement doivent avoir des licences pour opérer sur le marché ou bien qu'il existe des mécanismes pour dénoncer l'existence d'agences de recrutement illégales. Donc, tout ça est toujours fondamental. Merci, merci, merci Gabriela. Vous êtes du Pérou, c'est bien. Vous parlez du Pérou. Gabriela, faites que oui. D'accord, c'est bien. Oui. Je vais repasser en français, puisque nous avons différents commentaires qui viennent notamment de Monsieur Esso, qui a effectivement fait mis dans le chat plusieurs commentaires particulièrement intéressants sur certains, notamment défis rencontrés par les inspecteurs du travail, notamment dans les pays africains. Monsieur Esso, je ne sais pas si vous arrivez si vous pouvez prendre la parole et si vous souhaitez peut-être directement témoigner en utilisant le micro. Si vous arrivez, je vous passe la parole. Donc, Monsieur Patrick Stéphane Esso. Alors, votre contribution est... Voilà, allez-y. Allô? Je vous entends très bien. Merci beaucoup.
Alors, je voudrais déjà saluer donc cette initiative et depuis mon pays apporter donc cette contribution que j'estime être vraiment opportune et importante, surtout quand il s'agit donc de la question du travail et de l'emploi dans les relations salariées. Alors, le thème proposé aujourd'hui est une thématique qui suscite beaucoup d'intérêt, je le dis. On témoigne donc de la forte participation, je veux dire, de ces espèces, ces facilitateurs qui nous suivent, également qui nous donnent également d'avoir une approche certaine de tout ce qu'ils ont comme thème contenu dans la thématique qui est développée par tous ces experts venus donc de ces différents pays. Ici, donc, dans mon pays, la réalité est que les abus sont multiples et ces abus apparaissent sous multiformes. Et le cadre législatif et réglementaire en exercice ici dans ces pays africains-là est moins expressif et moins contraignant en matière donc, de recrutement et de contrôle suivi des agences de recrutement et de prêt de main-d'œuvre. Donc, il y a véritablement matière à intervenir dans ce domaine-là pour aider un peu le monde du travail et permettre à ce que chaque travailleur puisse trouver son épanouissement. Donc, je voudrais donc faire ces propositions qui suivent. Alors, il y a donc un besoin de synchroniser nos actions avec les autres pays de la sous-région, notamment les pays de l'Afrique francophone, l'Afrique de l'Ouest particulièrement. Il y a un besoin également de développer une coopération sous-régionale dans l'espace francophone d'Afrique de l'Ouest en matière d'élaboration de législation spécialisée selon la nature des activités telles que dans le secteur de l'agriculture, surtout en matière de recrutement. Il est bon d'avoir un regard sur le recrutement parce que pour moi, c'est la base. C'est un critère, un élément, un indicateur assez déterminant qui nous permet donc de savoir s'il y aura donc des abus et à quel niveau, à quelle proportion on pourra mesurer donc ces abus-là. Aussi, je fais donc la proposition d'une gestion exclusive de l'octroi de licences et le contrôle des agences de prêt de main-d'œuvre exclusivement reconnues donc au service d'inspection du travail, repartis donc dans ces différents pays de ces zones francophones. Ainsi, nous pourrons avoir donc une formalisation du lien contractuel par secteur d'activité avec un suivi permanent de cette forme de relation, notamment dans le secteur de l'agriculture où les abus sont pluriels. Les secteurs d'activité également partie de la convention collective au pays auquel j'appartiens, notamment la Côte d'Ivoire de 1977, et également au niveau des plateformes pétrolières où nous avons également, parce que je suis donc en activité, en service dans une zone où ces abus-là sont assez fréquents au niveau des plateformes pétrolières. Donc, ce webinaire, pour moi, ouvre de nouvelles opportunités aux inspecteurs du travail, donc à se réinventer par une gestion spécialisée du monde du travail et tout ce qui comporte, notamment les acteurs, pas seulement les inspecteurs du travail, donc les partenaires sociaux, les employeurs, les salariés, et puis, bon, ces acteurs également qui interviennent, mais qui, par moment, laissent des traces sombres, des traces lugubres dans la relation salariée. Je parle précisément donc de ces agences de prêt de main-d'œuvre qui interviennent beaucoup dans le recrutement et font donc du rapport salarié un rapport triangulaire comme le commerce triangulaire en son temps. Dès l'instant où la relation de travail est verticale, donc il y a matière également à intervenir, à s'interroger pour que ce genre de choses ne puisse plus intervenir. Donc voilà un peu là où j'avais matière à intervenir. J'espère que ma contribution pourra compter également et être utile à tous ces panélistes qui ont intervenu, du moins qui sont intervenus et qui nous ont apporté également des éléments d'information pour compléter nos pratiques, corriger également ce qui se fait ici. Et tout ça dans l'intérêt donc de la collectivité du travail pour un plein épanouissement réussi pour tous. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Esso, et merci d'avoir pris la parole et merci chaudement de votre contribution. Effectivement, ça me permet, notamment votre contribution me permet de faire le lien, le pont avec un petit peu ce que l'on souhaitait avancer. On s'avance vers la fin de ce webinaire et on souhaite principalement, bien sûr, en savoir plus aussi des besoins, notamment de tous les participants qui ont joint ce webinaire. Et ce que l'on fera à partir de demain sera de vous envoyer à tous les enregistrés à ce webinaire, un questionnaire que l'on vous répond, pour lequel on vous demandera notamment de préciser quels sont vos besoins, comme notamment M. Esso l'a justement mentionné. Donc, on attend bien sûr des retours de chaque participant en cette matière-là. Et du coup, sans plus attendre, en regardant l'heure, il nous reste plus ou moins un peu moins de 10 minutes avant la clôture officielle de ce webinaire. J'aimerais peut-être redonner la parole brièvement à Hans, qui a notamment
entendu différents commentaires suite à sa présentation et peut-être s'il y avait certains points, Hans, que tu souhaitais soulever, commentaires par rapport aux contributions de nos différents intervenants et experts. Je te passe la parole. Thanks, Miriam, and thanks for extremely rich comments by. Merci Myriam, merci pour les commentaires de la part des participants, des experts. Et je dirais que l'on pourrait même continuer à parler pendant 2 heures encore. J'ai l'impression finalement qu'il y a la volonté de la part de tout le monde de contribuer, même plus par rapport à la contribution d'aujourd'hui. Mais en tout cas, merci, merci. Je serai très bref. Je pensais à capturer, disons, les messages clés. Et peut-être, si je devais choisir un mot, je crois que le mot serait clarté, l'importance de la clarté. Qu'est-ce que cela signifie? La clarté du mandat des inspecteurs du travail pour ce qui est du recrutement dans le pays d'origine et dans le pays de destination. L'importance de la clarté sur ce qui est interdit, sur ce qui représente un abus au niveau de recrutement, clarté concernant les secteurs, le secteur informel compris, et puis clarté sur les secteurs et encore importance de la clarté pour ce qui est des indicateurs, recrutement non équitable que l'on pourrait utiliser pendant l'inspection dans le futur et clarté pour ce qui est des rapports des inspections, de manière à permettre de manière à nous permettre de montrer le progrès vers l'achèvement des objectifs de développement durable. Merci, merci Hans. Nous avons encore quelques commentaires, des mains levées. Je ne serai pas en mesure de donner la parole aux participants, mais en tout cas, surtout dans le... Bon, si vous avez en tout cas des commentaires, vous pouvez écrire dans le chat. Et on va vous donner quand même un suivi, répondre à vos questions. On espère vraiment pouvoir entendre encore plus de la part de tout le monde. Je m'excuse si je ne donne pas la parole, mais finalement, le chat box est encore ouvert. Bien, Javier, avant de clôturer avec Maria pour clôturer officiellement, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelques mots de la part du département qui s'occupe de l'inspection du travail. Javier, à vous la parole dans n'importe quelle langue. Alors, je vais continuer en anglais. Je crois tout d'abord que le travail d'aujourd'hui a été un travail excellent. Ça a été très intéressant et les experts, M. Hans van de Gleen, a fait un très bon travail en résumant les contenus, en écrivant cette note. C'est vrai que parfois, nous recevons des informations très variées de la part des inspecteurs. Parfois, nous avons l'impression que nous devons mener encore plus d'activités. Et parfois, on a l'impression d'avoir trop de travail, mais finalement, il est important vraiment de continuer notre travail. Ce webinaire a été très intéressant. Nous avons vu les principes que nous voulons promouvoir. Le dernier participant a mentionné la coopération transfrontalière et c'est quelque chose d'essentiel. Si nous avons affaire avec un sujet qui implique 2 pays, donc le pays d'origine et le pays de destination. La coopération transfrontalière est essentielle et le minimum devrait être l'échange d'informations. C'est quelque chose qui est vraiment de capital important
pour pouvoir vraiment partager les connaissances, les informations, et les inspecteurs devraient partager les informations et échanger même les bonnes pratiques de manière à ne pas compromettre non seulement la vie, mais parfois la vie des travailleurs migrants, de ces travailleurs qui se trouvent dans une situation de piégeage. Et bon, il y a beaucoup de commentaires qui ont été écrits. Et finalement, même l'inspection du travail dépend de plusieurs facteurs. Parfois, on a des difficultés en matière de volonté politique. Parfois, on a un manque d'un cadre juridique clair. Et il faudrait avoir un cadre juridique qui ne laisse pas de marge à l'interprétation. Et ensuite, il faut qu'il y ait de l'efficacité dans l'activité au quotidien. Donc, il y a des actions d'inspection qui doivent être menées et parfois, il faut mener des inspections à l'impréviste. Et dans certains pays, parfois, il y a l'obligation d'alerter sur une visite. Donc, tous ces aspects devraient être analysés de plus près parce que c'est difficile pour l'inspection d'être efficace s'il y a des limitations dans leur travail. Et voilà, cet échange a été très intéressant. J'espère nous pouvons continuer même dans l'avenir pour pouvoir améliorer, pour pouvoir renforcer nos inspecteurs du travail. Et un autre élément très important est que le recrutement est la première étape, disons, et nous devons intervenir dès les premiers moments pour protéger le travailleur. Merci, merci beaucoup. Bonne journée, bonne soirée, selon où vous êtes. Merci, merci Javier pour vos mots et je laisse maintenant la parole à Maria pour clôturer officiellement ce webinaire. Pour ton information, Maria, il y a 187 participants enregistrés à cet événement et je crois que nous sommes arrivés à 122 participants connectés à l'événement. Donc, je crois que c'est une façon très important de partager les informations entre les régions, entre les pays, et c'est quelque chose qui, c'est un événement prometteur. À toi la parole, Maria. Maria, merci beaucoup. Ça a été très intéressant d'entendre les participants, voir qu'il y avait beaucoup de participants connectés, en tenant compte du fait qu'il ne s'agissait pas d'un événement public, mais d'un événement entre experts. Donc, nous sommes très contents d'avoir atteint un niveau si élevé. Avant de remercier tous ceux qui ont contribué à cet événement, je voudrais évidemment remercier Myriam, Marion et les interprètes qui ont fait de leur mieux vraiment pour transmettre et permettre cet échange. Les interprètes vous remercient de leur part. Et je voudrais remercier pour l'organisation et je voudrais remercier également pardon, j'ai oublié Olena également. Je voudrais remercier Olena également. Merci également à tous les participants qui ont participé à cette rencontre en se connectant de pays différents, dans des heures totalement différentes. Ça a été vraiment fantastique et utile. Je crois que la version en ligne des rencontres nous permet d'échanger, en tout cas, même s'il y a des limitations pour la connexion. Hans a choisi le mot clarté et je crois que Javier a parlé de la coordination et de la coopération. Et donc, beaucoup de mots avec la C, clarté, coopération, collaboration. Et je crois que cela est très important. Et il est important de travailler également sur le hub de connaissances. Je crois que la plupart d'entre vous s'est enregistré. Il y a eu un intérêt important à participer. Donc, nous avons été un petit peu ambitieux
pour les objectifs à atteindre dans 1 heure et demie. Nous sommes arrivés en tout cas à avoir cet échange et on va répondre également aux questions qui n'ont pas reçu une réponse pendant le webinaire. Donc, on va donc voir quelles sont vos nécessités. Il est important de recevoir de votre part même des suggestions si vous souhaitez recevoir des documents, si vous souhaitez recevoir des matériaux spécifiques. Donc, il est important maintenant de passer à la pratique et vous devez profiter de cette opportunité pour contribuer également. Donc, la coopération, l'échange, et j'espère que ce groupe qui était ici aujourd'hui va continuer à s'engager, même dans l'avenir, pour partager les expériences, parce que nous avons parlé des défis, mais nous avons également parlé des approches pratiques possibles pour adresser ces défis. Et voilà, donc, je crois que si un message clé et on veut y définir un message clé, c'est vraiment l'approche. Nous pouvons travailler ensemble, nous pouvons comprendre ce qui peut marcher sur le terrain. Je vous remercie, je remercie tout le monde. Visitez le hub de connaissances et continuez à vous engager dans la promotion de l'échange. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir à tout le monde. Merci. Merci à toutes et à tous.